Bonjour et bienvenue, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Vendredi 14h, votre magazine du cinéma, juste avant le film de la semaine sur icinema.com. Et cette semaine, le film s'appelle More, un film dramatique turc réalisé par Onur Selak. Au sommaire de Vendredi 14h aujourd'hui, on connaît la chanson, ou plutôt la musique. Musique et cinéma font bon ménage depuis longtemps. La musique était là avant la parole, au temps du cinéma muet, et elle est souvent là après, bien après qu'on a vu et aimé un film. La preuve, à moins de n'avoir pas vu ce film, impossible que la musique ne vous soit pas restée en tête. Regardez. End of the line. Il était une fois dans l'Ouest, inoubliable bande originale du film de Sergio Leone, réalisé en 1968. La musique est signée de son complice de toujours, Ennio Morricone. Une musique qui était jouée sur le plateau pendant le tournage, histoire que l'équipe, aussi bien les acteurs que les techniciens, s'en imprègnent. Et puis pour nous, c'était aussi l'occasion de vous la remettre en tête, que vous ayez envie de revoir ce film. La musique au cinéma. On en parle aujourd'hui avec Bruno Coulet. Bonjour. Bonjour. Merci d'être des nôtres. Vous avez écrit la musique de plus de 130 films. Oui, donc je ne vais pas pouvoir les citer tous. Non, je le conseille. Et vous vous êtes vu décerner 3 fois le César de la meilleure musique de film avec Microcosmos en 1997, Himalaya en 1999 et les choristes en 2004. Radu Meileanu, le réalisateur de Va, Vie, Devient. César du meilleur scénario original en 2006. Également réalisateur de La Source des femmes en 2011, de L'Histoire de l'amour. C'est votre dernier film dans lequel la musique avait une place importante. Mais c'est peut-être avec le film Le Concert. César de la meilleure musique en 2010. Un très grand succès en salle que vous avez dû... fournir le travail le plus sensible et peut-être le plus compliqué pour accorder musique et image. Vous nous direz cela tout à l'heure. Adrienne Paulier est là également. Bonjour et merci, actrice et chanteuse. Vous avez joué dans plusieurs films et téléfilms. Vous avez sorti 2 albums. Adrienne Pauly, c'était le nom du premier album, en octobre 2006. 2 fois nommée aux Victoires de la musique. Et puis À vos amours, sorti en janvier dernier. On vous a aussi entendu dans le court-métrage L'autostoppeur de Boris Vian, qu'on peut découvrir sur notre plateforme icinema.com. Et puis notre 4e invité, c'est Benoît Basirico. Bonjour et merci. Bonjour. Fondateur du site cinésique.fr. Vous êtes un spécialiste des liens entre musique et cinéma. Alors la musique au cinéma, quelle importance? Est-ce que la musique peut être un personnage à part entière du film? Est-ce qu'elle doit être très présente ou se faire oublier? Qui décide? Le réalisateur ou la réalisatrice ou le compositeur ou la compositrice? On va poser ces questions à nos invités, mais avant, on fait un point rapide avec le 60 secondes chrono d'Anne Le Bouch. Qui n'a jamais siffloté des airs écrits pour le cinéma? Les thèmes de James Bond, de Star Wars, la trilogie de Léon, les comédies enchantées de Demy, la mélodie du parrain. Des musiques devenues cultes et qui suffisent à évoquer un film. Une relation passionnelle qui s'est forgée dès les débuts du 7e art. Au temps du muet, le pianiste en bas de l'écran sert à rassurer le spectateur et renforcer ses émotions, mais aussi à couvrir le bruit du projecteur. À l'arrivée du parlant, la musique entre dans l'image. Réalisateurs et compositeurs travaillent désormais main dans la main, tissant un lien fort et parfois durable. Que serait Hitchcock sans Herman, Spielberg sans Williams, Audiard sans Desplat, Léon sans Morricone, Burton sans Elfman, Demy sans Legrand?
Des univers propres à chacun et des méthodes de travail différentes. Mais que l'on compose en amont du tournage ou à partir d'un pré-montage, que l'on enregistre à Hollywood ou à Paris, la musique tient toujours une place essentielle au cœur du processus de création d'un film. Sa part d'ombre, dirait Oliver Stone, mais surtout un langage universel qui sublime un film plus souvent qu'elle ne le détruit. Musique et cinéma, un accord parfait? Radu Mihaileanu, est-ce que musique et cinéma sont inséparables selon vous? Pour moi, oui. Après, il y a d'autres réalisateurs qui n'aiment absolument, ils sont rares, mais qui n'aiment absolument pas mettre de la musique dans leurs films. Pour moi, je n'imaginerais pas une seconde faire un film sans la musique. Je dirais même que c'est souvent l'âme secrète de mon film. Et comme nous, on est un peu superstitieux, les réalisateurs, c'est-à-dire certains croient qu'après le tournage, quand ils voient des rushs, c'est-à-dire des belles images, ils croient que le film est déjà fini, qu'il est là. Moi, je ne crois jamais qu'il est là, ni après le tournage, ni après le montage. Par contre, une fois que la musique arrive et que la musique est montée, si je peux dire, sur le film, là, j'ai enfin la réponse si le film tient à peu près la route ou pas. Mais avant, jamais. Est-ce que vous avez la musique à l'esprit quand vous commencez à penser à un film, quand vous commencez à imaginer la façon dont vous allez le mettre en scène? À un moment de l'écriture, oui. En tout cas, j'ai eu un parfum de thème, mais pas tout, puisqu'à commence à ce moment-là le dialogue avec mon compositeur, surtout une fois que le scénario est écrit. Par contre, j'arrive toujours au tournage avec un thème, pas la musique du film, mais c'est un thème, c'est une rythmique que j'écoute d'ailleurs tous les matins en voiture quand je vais sur le plateau. Je me remets le thème comme si c'était l'âme du film, je me remets l'âme du film toujours en tête. Parce qu'on se pose toujours la question, on voit bien dans certains films à quel point la musique peut vraiment scander un film, des scènes, avertir le spectateur presque de ce qui va se passer. Donc on se pose la question de savoir si la mise en scène a été pensée en fonction de la musique ou si la musique vient après, avec le montage, habiller le film. Pas pour moi. Pour moi, tout est musique. C'est-à-dire le jeu des acteurs, c'est une musique, puisque tout est rythmique. Et le cinéma, c'est du rythme. Rythme des comédiens, rythme du découpage, et en fonction du découpage du mouvement de caméra. Donc la musique est un élément supplémentaire de la symphonie, si je peux dire. Donc j'ai besoin assez tôt de connaître en général la couleur, si je peux dire, de la musique. Et après, effectivement, scène par scène, quel type de couleur supplémentaire j'ai besoin. Mais quand nous tournons, on dit que les metteurs en scène montent dans leur tête. Donc au moment où je monte dans ma tête, la musique a une importance, même si elle n'est pas encore là, et que j'attends à être encore beaucoup plus surpris par mon compositeur. Quelque chose de sa rythmique commence à naître. Je travaille toujours avec le même, avec Armand Amar, qui est un immense ami, et où on s'est découvert parce qu'on a la même passion aussi pour les musiques du monde. Donc j'aime beaucoup. Chaque film, quasiment, il me présente un instrument qui m'est inconnu, qui vient, comme c'est un collectionneur d'instruments en plus, je découvre le kamanche, le doudouk, l'instrument des pygmées. À chaque fois, il trouve quelque chose qui va complètement dans le sens de l'histoire de mes films. Bruno Coulet, racontez-nous un peu l'aventure de la musique d'un film. Alors, côté compositeur, comment ça se passe? Comment la mécanique s'enclenche? C'est à chaque fois différent. Je pense que le film, d'ailleurs, est plus important que le metteur en scène. Excuse-moi, Radou, mais, je pense que le compositeur doit même avoir le courage de trahir le metteur en scène. Le film est le maître. Donc, je crois que ça ne sert à rien de répéter l'expérience de la veille, que chaque nouveau film doit être appréhendé comme une chose nouvelle, où il faut explorer, tenter, essayer de faire une musique qui semble n'appartenir qu'au film, comme à la lumière du film, par exemple. Vous commencez à penser la musique, vous commencez à l'écrire en lisant le script? J'ai beaucoup de mal. En fait, les histoires, comme dans la vie, d'ailleurs, les histoires ne m'intéressent pas tellement. Et j'ai besoin de voir la lumière des films. Je vois beaucoup de correspondance entre les couleurs, la lumière et la tonalité, l'orchestration. C'est à ce moment-là, je ne vais jamais au tournage. J'allais vous poser la question, justement. Non, j'ai froid au tournage, je m'ennuie. C'est long. Et puis jouer à la cuisine du truc. Ça va. Alors que les premières images sont pour moi très déterminantes. Il y a des lumières sur lesquelles je serais incapable de trouver je ne sais pas, deux personnages dans une cuisine, des scènes dans les cafés, c'est pas pour moi. J'aime bien quand la lumière a quelque chose de mystérieux. Ça permet à la musique de hanter le film, d'être un personnage comme ça
plutôt que quelque chose qui souligne ce qu'on voit déjà. Benoît Basirico, vous êtes d'accord? Oui, moi je suis du côté spectateur du coup, et ce qui m'importe, c'est d'aimer le film. Et j'aime une musique de film quand elle contribue à aimer le film. Alors, Bruno Coulet, loin des ambiances de café et avec une lumière évidemment toute particulière, il y a un microcosmos dont on va voir un extrait dans un instant. Et puis, on n'en a choisi que 2 dans votre filmographie, Microcosmos et Les choristes. Vous allez nous dire un peu comment vous avez travaillé sur les 2, qui sont évidemment 2 films très différents. Regarde. Plonger 24 heures dans un monde inconnu pour une aventure à l'échelle du centimètre. Dans cet univers, le sablier du temps lui-même s'accélère. 1 heure pour un jour pour une saison pour une vie. Un film magique, avec tous les acteurs du microcosmos. Le problème, Morange, c'est que tu fais des choses qui ne te ressemblent pas. J'ai encore prouvé les graffitis. Alors à partir de demain, participation obligatoire à la chorale. On se réveille, debout. Monsieur le directeur, les gosses n'ont plus d'eau chaude depuis 3 semaines. L'eau froide, c'est très bon pour la circulation. Sortez. Je n'ai pas dit à ta mère que t'avais été puni. Je lui ai dit que t'étais chez le dentiste. Ne me trahis pas. Au fait, Mathieu, fini la chorale. Alors, c'est vraiment 2 univers complètement différents. Le premier, Microcosmos, où justement, on imagine que la nature se passe de notre musique et il vous faut créer une musique qui l'accompagne. Et dans le deuxième, il y a une demande de musique, puisque c'est un film sur des choristes. Oui, c'est pas du tout... mais c'est d'ailleurs ce que j'attends du cinéma, c'est de découvrir des mondes très différents comme ça. Le premier, il fallait... Enfin, je pense que sur éviter l'aspect documentaire du film. Et j'avais en mémoire la scène de la barque de la nuit du chasseur, de cette petite comptine. Et comme j'avais un fils sous la main qui chantait plutôt bien, il a mué malheureusement, cet imbécile, depuis, donc je peux plus Il a grandi, C'est pour ça que je continue à faire des enfants, c'est pour les faire chanter. Pour les faire Voilà, pour les utiliser. Bah oui, parce qu'il y a un Ouais, côté ouais, musique de conte pour enfants. C'est vrai, quand on entend ça, Voilà, il y a une ambiance comme ça. je pense que commencer la musique avec cette comptine faisait qu'on était effectivement dans un univers de conte naturel et que du coup, l'aspect fictionnel de ce monde qui est quand même à nos pieds, qui est extraordinaire, apparaissait peut-être grâce au son et à la musique. Vous avez travaillé donc avec ces 2 films, avec Jacques Perrin et Christophe Baratier. Il y a un cinéaste que vous accompagnez souvent, c'est Benoît Jacot. Ah oui, que j'aime beaucoup. Sur des thématiques très différentes. Ouais. Oui, alors avec Benoît, ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est qu'il a des partis pris. C'est toujours très radical, quoi. Et puis, il ne parle pas de musique, alors qu'il connaît parfaitement la musique, mais sur les adieux à la reine. Parce que la difficulté, c'est, je ne sais pas si tu es d'accord, mais c'est comment discuter avec un metteur en scène. Est-ce qu'on parle musique? Et sur les adieux à la reine, mais écoute, j'aimerais que tu me composes des vagues. Voilà, 35 minutes comme ça de musique qui hante le château de Versailles, et puis plus rien. Et en fait, pour moi, c'est beaucoup plus évocateur que si tu m'avais dit fait du Bernard Herrmann. Oui, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est un chant expérimental, chaque film pour le compositeur. Benoît Basirico, vous pensez que la musique peut être Là, par exemple, dans Microcosmos, on a l'impression que la musique est presque un personnage du film. La musique est un personnage. Dans Les Adieux à la Reine, justement, la musique fait presque transformer le film. D'un film historique, il devient un film d'horreur, parfois. Et j'aime bien quand la musique, justement... la musique de film, en fait, c'est un juste équilibre. Il n'y a aucune règle préétablie. Tout est possible. Il faut juste faire le meilleur film possible. Et que la musique, moi, je préfère que la musique soit rare, mais qu'elle existe vraiment. Très souvent, c'est un tapis qui est là à 100% du film, mais qui, au final, n'existe pas vraiment. Et c'est bien quand la musique a vraiment sa place, sa porte d'entrée à elle, et voilà, qui existe. Adrienne, vous voudriez écrire des musiques de long métrage?
je me permettrais pas. Pourquoi pas? Parce que moi, j'écris juste des petites chansons et puis qu'avec des mots me viennent des mélodies. Et j'ai des idées d'arrangement. Je connais un peu les accords, mais je joue très mal de tous les instruments. Donc, voilà. Est-ce qu'une mauvaise musique peut abîmer un bon film? Ah oui, oui. C'est pour ça que moi, j'ai peur. C'est pas que je fais pas confiance à Armand. Je ne me fais pas confiance à moi et je suis trop flippé. Mais tant que la musique n'est pas là, je me dis que rien n'est gagné. Et que même une mauvaise musique peut mettre le doigt sur un mauvais travail qu'on a fait nous avant. C'est-à-dire peut tout accentuer. Alors qu'une bonne musique, effectivement, qui n'est pas pléonastique, qui est subtile, tout ça, peut encore embellir, c'est-à-dire peut apporter un plus. Et c'est pour ça, pour moi, le film n'est fini que lorsque je pas le mixage. Avant le mixage, quand j'ai mis tous ces éléments-là, là, je me dis, bon, ça va, c'est pas raté. On peut voyager avec. Bruno, sans balancer les collègues, est-ce qu'il vous arrive parfois, en regardant un film, de vous dire que la musique dessert le film? Non, en fait, moi, je remarque les musiques quand elles sont très bonnes ou très mauvaises. Vous êtes très diplomate. Dérangent. Non, non. Mais en fait, je regarde le film et j'essaie de pas trop me focaliser sur la musique. Alors, Radu, vous avez eu une expérience quand même particulière avec le concert. On va regarder la bande-annonce du film et après, il faut que vous nous racontiez, en tant que cinéaste, comment ça s'est passé. On a 2-3 heures. Voilà, et avec votre compositeur, parce que je sais qu'il y a vraiment un morceau de bravoure au sens propre comme au figuré, quand vous devez raccourcir un concerto de 26 à 12 minutes. On regarde la bande-annonce. Держите баланс. Фагот, тише, тише. Андрей Семенович Филиппов! Вы уборщик! Я запретил вам присутствовать на репетициях оркестра. Ты хочешь подменить оркестр Большого театра? Мы поедем вместо них. J'aimerais m'entretenir cordialement avec Monsieur Duplessis. Pouvez-vous m'introduire, s'il vous plaît? Ah, Monsieur Gavrilov, quel plaisir! Alors, Ivan, notre concert, cela vous semble possible? Осталось 3 дня, у нас нет перкуссии ни одного контрабаса. Ну, в крайнем случае, я изображу контрабас на губах. Пошли. И главное, кто будет солистом? Я хочу, чтобы солировала Анне-Маrie Jacquet. Andrei Filippov, Anne-Marie Jacquet. Добрый день. Je vous baise chaleureusement. Le fameux tempérament slave, n'est-ce pas? Radu, quand vous revoyez la bande-annonce, vous ressentez la petite angoisse ou pas? C'était une montagne à gravir, mais bon, pendant la montée, c'était très agréable. Mais aujourd'hui, je serais incapable de refaire. Et pour revenir à la musique, donc d'abord, c'était le choix. J'avais tout écouté, tout ce qui était russe, romantique, etc. Et effectivement, le seul choix qui me semblait possible, c'était ce concerto-là. Ensuite, Tchaïkovski, le concerto pour violon et orchestre. Ensuite, un des défis, c'était de le réduire donc à 13 minutes, à peu près, et se dire, est-ce qu'un clip de 13 minutes classique tiendra la route à une époque où tout le monde écoutait déjà des choses sur YouTube? Et après, il y a la difficulté aussi là-dedans, il y en avait plusieurs, c'est qu'au début, il fallait composer comment il commence très mal, puisqu'ils abîment complètement le concerto au début, vu qu'ils n'ont pas joué ensemble depuis 10 ans. Et comment doucement, doucement l'améliorer, à partir de quel moment, chronométrer tout ça, etc. Donc le génie d'Armand a fait qu'il a fallu composer le début abîmé. Et après, une autre difficulté, c'est en ça que c'est magique quand même la musique, et ce côté mariage entre musique et tous les autres éléments du film. Comme ça devait être le morceau de bravoure de la fin et raconter toute l'histoire et toutes les clés dramatiques, je me suis très vite posé la question, alors que j'avais besoin des points d'appui, mais comment ne pas fatiguer le spectateur et ne pas écouter le concerto trop pendant le film? Alors que la tentation, c'était de faire des flashbacks tout le temps et l'écouter, mais je me suis dit non, il ne faut surtout pas l'habituer avec la beauté du concerto. Pour qu'il la désire, il faut que je le frustre, que je lui fasse des petits moments du concerto et qu'il dise mais lâche-moi, donne-moi tout le morceau, donne-moi surtout le crescendo à un moment donné.
et le frustrer de ça pour lui donner le tout à la fin. Benoît Basirico, vous aviez vu le concert, j'imagine, ça réveille aussi en vous des souvenirs Oui, bien sûr, la musique, quand elle est jouée à l'image, il y a la musique à l'image et la musique qui n'est pas à l'image. Et Armand Amar a fait la musique aussi qui n'est pas à l'image. Et le concert a fait jurisprudence, d'ailleurs, au César. Je me souviens, Armand Amar remerciant Tchaïkovski. Et depuis, je crois, au César, il n'est pas possible de nommer des films dont la musique est en partie non originale. Non, il y a un pourcentage, parce que ce qui est drôle, c'est que l'année d'avant, ou je ne sais plus, 2 années avant, on était nominé avec Va-Vie devient, et celui qui l'a eu, c'est Audiard, ou avec sur du piano, il y avait 90% de battre mon cœur, c'est arrêté. Du Bach, Mozart, etc., et que Desplat avait composé 10%, mais il avait eu le César. Donc c'est vrai que nous, on tirait un peu la tronche, parce que Va-Vie devient, nous, on avait 100% de musique originale. Après, c'est nous qui avons eu pas mal, parce qu'il y a Mozart, il y a Tchaïkovski, il y a Vivaldi, il y a Paganini, etc. Et effectivement, ensuite, ça a fait scandale, vu ces 2 exemples-là. Et maintenant, je crois qu'on a le droit à 10% ou 15% maximum de musique non originale. Benoît, qu'est-ce qui fait une musique de film réussie? C'est une musique qu'on retient? C'est une musique qui sert le film et qui également a sa propre voix, son propre chemin. Pas forcément que l'on retient, parce qu'il y a beaucoup de musiques de films qui soutiennent un film en souterrain, on va dire. Donc pas forcément un thème, parce que aussi le défaut de certaines musiques de films, c'est qu'elle va prendre trop la vedette, on va trop s'en souvenir et au final on oublie les enjeux du film. Donc c'est un juste équilibre, il n'y a vraiment pas de règle. C'est le juste équilibre, le curseur entre servir le film et avoir sa propre voix. Quand on retient une musique, donc vous estimez que ça veut dire que la musique a trop pris le pas sur le film? Ça arrive parfois. Parfois, il y a un thème que l'on retient, mais ce thème est très bien intégré. Il y a la question en fait de l'emplacement, comment il va permettre de faire respirer le film aussi. Donc il ne faut pas que la musique étouffe le film. Comment le film va pouvoir respirer et en même temps, La forme de l'eau par exemple, Alexandre Desplat a eu l'Oscar, il y a un thème et moi je l'ai sifflé après la projection, je m'en souviens encore, mais il existe intelligemment. Bruno Coulet, comment on résiste à la tentation, quand on est le compositeur de la musique du film, justement de ne pas trop se mettre en avant? C'est un problème d'ego. Il ne faut pas trop d'ego pour faire de la musique de film. Et en fait, on a son propre territoire qui est très encadré par l'exigence du film. Et il faut apprendre à trouver sa liberté dans cette contrainte. Mais c'est ce qui fait la beauté du cinéma, je pense, c'est ce travail collectif. Mais il faut savoir... parfois, vous avez des musiques très banales qui servent formidablement à un film. On a un peu de fierté, donc on essaie de faire un truc un peu intéressant, mais il faudrait avoir le courage toujours de faire une musique, même très simple, mais qui serve le film. Adrienne Pauly, alors pour vous, la musique, c'est pas que dans les films, c'est aussi, j'en parlais tout à l'heure, dans vos disques, évidemment. Dernier album sorti, À vos amours, après 12 années d'absence. Oui, enfin, ça fait un peu moins. J'ai arrêté une tournée en 2008, en fait. Et puis après, je me suis baladée, on peut dire, dans la vie. Ce disque, il est fini depuis quand même 1 an, 10 mois. Parce que c'est le temps que ça sorte. Oui, aussi, les choses. Quand on dit 12 ans, c'est... Ouais. Bon, mais... oui, mais c'est pas un reproche. Non, mais bien sûr, c'est un constat. Mais ça m'a pris du temps de trouver la personne avec qui graver, arranger ses chansons. Les chansons, elles peuvent venir vite, une mélodie et quelques mots, mais après, avec qui graver ça pour que ça ait un peu un sens. Donc j'ai fait beaucoup de rencontres, je me suis un peu perdue dans les rencontres, on peut dire. Je me suis bien amusée, mais... tout le monde, c'est personne, si vous voulez. Ça fait de la matière. Ça fait trop de gens. Ça fait du foncier, pour employer un terme sportif. J'ai de la matière pour la suite, ça, c'est sûr. J'ai 150 maquettes dans mon ordi. Et bien, vous voyez, vous avez... Ça nous intrigue beaucoup. Vous avez beaucoup à faire. On va regarder un extrait de votre clip, L'excuse-moïste. Évidemment, ces gens qui disent « excuse-moi » tout le temps. Excuse-moi. Une excuse-moïste qui veut pas déranger et vit en Poitiers, sa vie sur la pointe des pieds. Une excuse-moïste, une chose pas j'hésite, qui dit en rêve tu me tentes, mais la vie est si méchante, excuse-moi. Une excuse-moïste et aussi roman triste, qui dit faut être réaliste, passe-moi la scène.
Vous disiez tout à l'heure, je me suis baladée, c'est effectivement une série de ballades, pas que, hein, il y a aussi un peu de pop-rock bien péchu, drôle et un peu désenchanté sur la vie telle qu'elle va. Oui, oui, mais j'en rigole bien. Il y a des choses un peu comme, on pourrait dire, d'humour noir, quoi. Ouais. Parce qu'on sent que vous n'êtes pas dupe, en fait, hein, de ce dont vous parlez. Oui, j'ai essayé d'en finir avec mon romantisme, certainement. Donc, c'est un peu des portraits de l'époque, d'un mec qui parle tout seul à ses objets sur son canapé. Il a dû fumer trop, je crois. C'est des drames de la solitude. Mais moi, j'aime bien quand ça se finit bien à la fin. Et quand c'est pas trop, qu'on n'ennuie pas trop les gens, que ça danse aussi, de danser sur nos petits chagrins. Et j'aimais bien Charles Trenet pour ça, d'ailleurs. Parce que Charles Trenet, à chaque fois, ça part en feu d'artifice, un peu. Oui, c'est pour ça que je disais désenchanté. C'est pas triste, c'est pas amer, mais bon, on sent que voilà, la vie est passée avec ses vicissitudes. Ah bah oui, la vie, oui, je la vois, oui, j'ai pas plus de 12 ans, quoi. Je refais un tour de table très rapide avec la question qui nous a occupés. Est-ce que la musique et le cinéma font bon ménage, toujours bon ménage? Pour vous, c'est oui? Ah bah pour moi, c'est oui. Pour moi, c'est indispensable, oui. Et Bruno? Pas toujours. Pas toujours. Rapidement, j'avais une maison en Corse, donc j'étais très sensible aux reportages sur la Corse. Et je me souviens de plans où il ne se passait absolument rien à l'image. Et la musique, c'est souvent des musiques de serial killer, les miennes souvent d'ailleurs, parce que j'ai eu des années serial killer. Vous laissez croire qu'on allait se faire égorger à chaque coin de rue. Et je me suis dit, c'est quand même très dangereux la musique de film. C'est presque éditorial en fait. Oui. Finalement. Merci à tous les quatre. Ça va être l'heure de notre film de la semaine sur icinema.com. Cette semaine, le film s'appelle Mort. Et c'est Stéphane Charby qui vient nous le présenter tout de suite. Stéphane Charby qui vient nous présenter le film de la semaine. Bonjour Stéphane. Bonjour Audrey, bonjour à tous. C'est une drôle de musique qui se joue, non pas sur votre plateau Audrey, mais sur le film turc, premier film turc qu'on présente aujourd'hui. Il est signé Onur Selak. Mort est un drame à ciel ouvert. Le réalisateur utilise une palette chromatique pour peindre le sombre et le sordide. Je vous plante le décor. Nous sommes sur les bords de la mer Égée, tristement déjà célèbre puisqu'elle porte le nom du roi qui s'y suicida. Aujourd'hui se joue une autre tragédie sur la mer Égée, c'est les vagues migratoires en provenance de Syrie. Gaza, c'est l'histoire de ce jeune homme qui est un adolescent comme les autres. Il aime le rap, se passionne pour l'astronomie, rêve de faire des études. Malheureusement, son père n'a pas la même vision de l'avenir pour son fils. Il souhaite l'enrôler dans le tristement business des réfugiés clandestins en provenance du Moyen-Orient. Mort est l'adaptation d'un livre éponyme de Hakan Günde, qui est à ce jour le premier document sur la crise migratoire en Europe. Mais avec ce premier long métrage, le réalisateur pose bien sûr des questions de fond, des questions politiques, des questions humanitaires, mais la question qu'on pourrait mettre au-dessus de tous, parce qu'elle nous concerne, c'est de savoir comment un adolescent aujourd'hui peut s'élever si son père n'a pas les valeurs, l'étoffe d'un héros, mais la vilainie d'un monstre. Comme le disait le philosophe Franz Rosenzweig, la tragédie est l'art du silence et pas celui de la catastrophe. Alors, ce silence nous poussera-t-il à comprendre ou au contraire à nous pousser à agir? Il y a urgence à répondre, surtout quand un adolescent aujourd'hui ne peut pas grandir dans un monde où il n'y a pas de place pour l'innocence. Bon, je vais réfléchir à la citation philosophique, mais en attendant, on regarde la bande-annonce du film. Öğreteceğim sana. Hepsini öğreteceğim, hiç merak etme. Bu çocuk yemek getirecek, yiyeceksin. Su getirecek, içeceksin. Bana bir saray. Kurt gibi geçireceksin hayatın işleri. Kurt gibi.
alors à voir à partir de ce vendredi sur iCinéma.com. On se retrouve la semaine prochaine avec d'autres invités. Merci à vous qui étiez là avec nous. Non, mais vous pouvez revenir, ce sera avec plaisir, sur iCinéma.com pour un autre vendredi 14h. D'ici là, bon film et merci.